suis Alice Duvivier et je suis ingénieure architecte naval au sein du bureau d'études du Vitanat-Team. J'ai fait une formation d'ingénieur plutôt généraliste et après plutôt bâtiment. Et j'ai repris les études pour faire de l'architecture navale parce que c'était ce qui me tenait à cœur le plus. Ce qui est intéressant au sein de ce bureau d'études, c'est que les profils sont très variés. Il y a des ingénieurs qui ont fait des études plutôt généralistes, un peu branchés aéro aussi. Il y en a qui sont passés par l'atelier, ce qui apporte une force aussi pour connaître tous les métiers du team. Et il y en a quelques-uns aussi qui ont fait des formations d'architecture navale comme moi. Dans la conception et la construction du nouveau bateau, on est amené à chacun s'emparer un peu plus d'un sujet, alors que par le passé, on pouvait être un petit peu plus transverse. Maintenant, il faut que chacun s'empare d'un sujet pour pouvoir l'approfondir plus, quoi. Dans les pièces neuves qu'on fait, c'est bien d'avoir ça. Mais ce qui est beau dans un bateau, c'est que les sujets sont communicants et il faut travailler ensemble pour pouvoir réussir à faire quelque chose qui fonctionne. Après, on est beaucoup aidé par les navigants aussi, et ça c'est une richesse énorme. Qu'eux, ils ont leur spécialité qui est vivre en fait tout ce que nous on essaie d'imaginer sur l'ordinateur. Donc ça apporte énormément de richesse dans la conception. On passe beaucoup de temps dans le bateau, mais dans des logiciels de 3D. En architecture navale, ce qui est beaucoup utilisé, c'est des logiciels qui gèrent des surfaces, parce que ça donne beaucoup de liberté dans le dessin. Donc c'est un logiciel qui s'appelle Rhinocéros. C'est pas un logiciel qui est paramétrable. Donc en fait, quand on a une surface, on ne peut pas l'étendre et ça va conserver toutes les surfaces qui sont accrochées, par exemple. Si on bouge une surface, il faut tout recommencer. Et après, on a des logiciels plus métiers qui sont par exemple SolidWorks. C'est un logiciel paramétrable et on peut lui dire, par exemple, le safran, il bouge, tout le chemin du safran, il va bouger avec. Donc ça, c'est les deux principaux outils 3D qu'on va utiliser. Nous, on utilise de la 3D, mais on utilise aussi beaucoup de calculs. On gère de la géométrie, mais on gère aussi énormément de données. On a des grandes bases de données. Enfin, le bateau, il a vraiment son langage. Il nous a parlé pendant des années et maintenant, il faut les utiliser, ces données. Quand ChatGPT est arrivé entre les mains de tous, on a commencé par, comme tout le monde, à faire des petites images, etc. On lui a posé quelques questions sur est-ce qu'il sait dimensionner un bateau. Bon, pas trop. L'IA, il se nourrit de plein de données qu'on va lui fournir et il se trouve que des ultimes, ça se compte sur le doigt de la main et surtout des ultimes volants. Donc entre les bases de données de départ, il n'y a pas grand-chose. Donc ça va vraiment être du préliminaire de base. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on a la capacité d'interpréter le langage du bateau beaucoup plus facilement qu'avant, parce qu'on a à notre disposition un collègue en plus, qui connaît le code sur le bout des doigts et du coup qui peut nous aider à développer des petites routines. On a vraiment réalisé à quel point c'était utile de se dire ok, là j'ai une idée, je sais que ça pourrait me prendre 0 temps à visualiser, juste en ayant la bonne idée et en donnant la bonne idée à l'intelligence artificielle. À partir du moment où on apprivoise l'outil, c'est effectivement un gain de temps, ouais, c'est sûr. Ouais. Il y a une de réel à jauge, en termes de surface. Ou des wingtip. Ouais, donc là après pourquoi. Et donc voilà, ça sera à tester. Et redis-moi celle que j'utilisais la dernière fois, au nom de la dérive de la dernière fois, quand même, si je veux refaire un test. C'est celle du bateau, la 23. DB23. Je pense que j'ai commencé à faire du simulateur à l'automne 2023 de mémoire. Le jumeau numérique, ce serait la représentation la plus fiable du bateau en toute configuration. Physiquement, en fait, c'est un logiciel qui est dans l'ordinateur avec tout un tas de petits boutons qui sont en fait des raccourcis. Donc là où dans la réalité, on va aller border les voiles sur le winch, là on appuie sur un petit bouton 2-3 fois puis ça borde les voiles très rapidement. Et puis on a juste un volant. C'est un outil qui nous permet de comprendre la manière dont la plateforme se comporte, de la manière dont les appendices se comportent, et même les voiles, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la stabilité de vol, la vitesse, les réglages qui permettent d'aller le plus vite possible. La barre au niveau du volant, on en a fait un petit peu, mais on n'a pas tout à fait le ressenti qu'on a en mer.
Et en fait, ce qu'on va faire, c'est plutôt des longs runs sous pilote automatique. En fait, on a plusieurs écrans, donc il y a un écran avec le simulateur et un autre avec toutes les datas qu'on veut, qu'on souhaite. Ça va être par exemple toutes les forces qui s'appliquent au bateau, c'est de la physique pure en fait. Et on observe le comportement du bateau, sa vitesse bien sûr, mais beaucoup le comportement, la stabilité. La stabilité en mer, c'est gage de vitesse. Donc c'est beaucoup ce qu'on recherche, les efforts dans chaque appendice, on a les forces dans les 3 axes. C'est vraiment un travail un peu plus rébarbatif que du pilotage pur où on pourrait s'amuser entre guillemets. Un voilier qui voyage tout autour du monde, c'est peut-être la chose la plus complexe à modéliser dans le sens modèle mathématique, parce qu'il y a tellement de facteurs différents, et notamment l'état de mer. L'état de mer, c'est un truc qui est très très compliqué à modéliser. Rappelle-moi pour le fichier de config de vague, quand on voulait personnaliser, mais l'idée c'est quoi? C'est que je reparte sur les phases que j'avais déjà fait. Je pense que le mieux c'est plus simple, c'était 12 et 2,5. C'est ok. Un des premiers travaux que j'ai eu sur le simulateur, c'était de regarder comment notre ancien bateau, JT17, se comportait. Et il s'avère qu'on n'a jamais réussi à avoir exactement les mêmes réglages que ce qu'on avait en mer. C'est pas mal. Ça me paraît beaucoup de mer, mais non, c'est ça qu'on a. C'est sûr que la mer que j'utilise aujourd'hui, elle s'est améliorée par rapport à la mer que j'avais au tout début. On essaie de créer du clapot, de la houle. Par contre, bon, on est lucide, ça ne sera jamais comme dans la vraie vie. On n'arrivera jamais à représenter des conditions bien spécifiques d'un mois de novembre au large de la Bretagne avec de la grosse houle, des gusts, du vent froid qui descend. Donc ça, voilà, c'est pas forcément ce qu'on recherche, mais déjà on peut aller à l'essentiel avec tout ce qu'on a et ça nous fait gagner beaucoup de temps sur la suite. Le travail du bureau d'études, ça a été donc de fiabiliser ce jumeau numérique. Ça, c'est passé par des études de navigation, mais aussi par des tests qu'on a fait sur les appendices, par exemple. Dans notre hangar, on vient prendre un foil, on vient le tirer dans tous les sens, on va voir comment il répond. Et après, une fois que l'appendice est dans l'eau, on récupère des données. Et en fait, le travail du bureau d'études, ça a été de faire le lien entre les données qu'on récupérait et, par exemple, se dire, bah ok, on a récupéré telle déformation d'une appendice, et dans les hangars, on a vu que telle déformation d'un appendice, c'était tant de force appliquée, en fait. Donc ça fait partie des boucles qu'on a fait pour pouvoir fiabiliser le jumeau numérique. Il faut que le bateau qui se promène dans le simulateur, dans ses modèles, bah, il réponde correctement aux sollicitations numériques qui lui sont données. Et les sollicitations numériques qui sont données, il faut qu'elles représentent les vraies sollicitations réalistes du bateau qui vont être rencontrées pendant le tour du monde. Ah, on sent que ça force là. Ça doit qualité là par contre, non? Pas dans le coude, dans le milieu de... Ouais, c'est ce qui était prévu. Ouais. Mais tu vois pas le type s'enfoncer à l'envers là? Ah, tout à l'heure, il poussait vraiment à l'endroit. Non, je pense qu'il est à l'endroit là. Tu fais une phase à top speed là, 42? Ça calibre un peu là. On s'arrête, on envoie le Genac très vite. Stop. Le logiciel du simulateur a été fiabilisé par l'usage sur JT17, par le retour justement des données et aussi du ressenti de navigants. C'est eux qui sont les premiers utilisateurs du bateau. Ils vont se retrouver dans le simulateur et ils sont les premiers à savoir s'il y a des problèmes ou pas. Le nombre d'heures qu'ont passé les navigants Charles Erwan sur le simulateur, il est énorme. Ouais, entre les navigations, les journées au bureau, j'ai pas fait le compte, mais je pense que je suis entre 1000 et 1500 heures de simulateur environ. Il y a des côtés ludiques, clairement, notamment quand il y a des nouvelles choses qui arrivent. Mais il y a aussi un côté très rébarbatif et des fois un peu pénible. Mais comme les pilotes de Formule 1, je crois, s'en plaignent beaucoup, ils n'aiment pas beaucoup. Ils préfèrent conduire leur voiture en réalité à 300 km/h. Bah, nous, c'est pareil, on préfère naviguer à 45 nœuds sur le bateau plutôt que derrière un ordinateur. Mais voilà, c'est nécessaire. Tout ça, c'est une super base de travail. On ne part pas du tout de rien. Le nombre d'heures de navigation sur JT17, il est gigantesque. Celui sur le simulateur de JT17, il est assez conséquent aussi.
Si on commençait que maintenant à travailler avec un simulateur, en fait, on serait dans le flou parce que le bateau, il navigue pas, il n'est pas encore. On n'a aucun retour d'expérience sur ce que va nous dire l'ordinateur. Et c'est un esprit critique qui est hyper important à avoir pour la conception. JTNA 17, ça a été à la base en fait pour comprendre les petites erreurs qu'il peut y avoir entre le virtuel et le réel. Donc on a passé un petit peu de temps à décortiquer tout ça. Et puis après, l'équipe, que ce soit l'équipe architecturale de Guillaume ou nous, notre bureau d'études, nous ont fourni un travail immense pour modéliser tous les appendices, les voiles aussi. Ça va faire que s'améliorer. Donc à chaque fois, on progresse, on corrige. Et on continue d'avancer comme ça. Le petit plus, on va dire, de ces 2 dernières années, ça a été l'arrivée de la VR au sein de notre bureau d'études. Donc la réalité virtuelle, ça a été un peu un pari parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait prendre, est-ce que ça allait être valable comme outil de travail. La 3D, elle va passer au-dessus de nous. Je vais la recaler comme on l'avait calé tout à l'heure. Et je vais juste voir, parce que le viewport il était un peu bizarre sur l'ordi. Là, on est en train de caler la maquette. Parce qu'on est 2 à travailler dans la même salle et en fait là on décide de caler la maquette pareillement sur les 2 casques pour qu'on puisse vraiment se mettre dans le bateau comme si on était tous les 2 dans le bateau et au même endroit. On sait qu'ici il y a la cloison qui est entre la zone arrière et la zone de cockpit et comme ça on va pouvoir travailler ensemble. Je pense qu'on peut peut-être un peu reprendre ce qu'on s'est dit avec Charles ce matin. Ok. Je m'occupe des équipés si tu veux. Et Ouais. je me demande si en fait on peut pas les accrocher à la fargue ici. Plusieurs sécurités, il y a plusieurs petits crans de sécurité qui permettent en fait de ne pas le prendre sur toi. Ah oui, ok. Parce que sinon, Genre, s'il y a imaginons s'il y a une couche vite et le tiroir il tombe comme ça c'est quoi. Ok. Ouais. Oui, parce qu'il faut quand même que quand il est assis, il puisse mettre Exactement. les jambes. Et ça va bien Ici. tomber parce que tu vois, si je réduis le rayon un petit peu, que je réduis un petit peu tout, on va tomber pile poil sur cet endroit-là. Et donc on va Ah, là, vouloir structurer. la paillasse, là, tu veux tu veux l'arrêter plus. Oui, alors je dirais, tu vois, 50 mm ou quelque chose comme ça. Ah, ok. Oui, ça marche. Ouais. Ah, par contre, il y a la boulotte qui est là, donc je peux pas non plus aller. Non, tu peux pas aller trop loin, mais par Mais contre... ça cale, c'est pas mal. Franchement, je trouve que c'est une position qui est pas trop mal. Ouais, tout est accessible, c'est bien. Un outil, on peut rentrer dans la 3D finalement, c'est assez. Enfin, on se dit, c'est assez tentant parce que on va pouvoir se promener dans le bateau en fait. Et ça a plutôt bien marché. Normalement, en fait, la maquette, elle est réalisée avec le roof du cockpit. Après, Alice, elle a préparé par poste, hein, toutes les questions. Et donc ça fait que c'est figé en fait, on ne peut plus vraiment bouger parce que probablement que si le roof est présent dans l'atelier en bois, c'est qu'il est en phase de construction chez le fabricant. Attends, après, quelle raison ça fait que ça nous embête de l'avoir là? Donc la manière dont on a procédé, c'est qu'on a fait une maquette en bois, mais qui faisait que la moitié du cockpit, donc, mais qui était en fait que le bas du cockpit. On n'avait pas tout ce qui était haut du cockpit. Et c'était justement en se disant, il faut que ça reste libre. Il faut que le roof ne soit pas dessiné sur un ordinateur, il faut qu'il soit dessiné par les utilisateurs. Tu peux aussi ajuster si tu veux, tu as une petite molette pour ajuster la largeur entre les yeux. Donc si tu veux... Alors là, tu m'as donné la molette, c'est ça? Je t'ai donné une molette, t'en auras qu'une seule. Attends, T'as pas besoin de l'utiliser a priori. Et oui, t'as pas besoin d'utiliser. Le seul truc que tu peux faire toi, c'est avec ça, si tu peux pointer des objets ou tu peux pointer des choses. Nous, on a pris des casques qui sont vraiment basiques, dans l'idée de faire un peu un tableau blanc de discussion en fait. c'est hyper précis. Là, on met les lunettes et voilà, on est dedans quoi. Il n'y a pas de question, on peut se promener, il n'y a pas besoin de savoir s'il faut cliquer droit ou cliquer gauche pour pouvoir tourner dans la 3D. Non, on va juste se tourner la tête et il y aura le hublot qui sera là. Là, il y a un hublot là. Ouais, on va en mettre un, ouais. C'est hyper intuitif quoi comme utilisation. Tu peux t'accrocher, ouais, voilà. Tu peux choper le haut de la cloison, regarde à gauche. Ouais, c'est bon. Et là, il y a un trou. Là, tu peux monter. 55 nœuds, les gars. Première nave. Et tu sais, ce qui est pas mal, c'est que tu vois bien ta grand voile pour le réglage d'ici. Ouais. Quand tu es là, tu as envie de voir là. Enfin, je sais pas si tu vois, mais tu as envie de voir ici, là. Ouais. Mais en fait, en faisant ça, tu vois devant. Mais c'est vrai que si celui-là, on arrive à l'avancer un peu, tu vois là. C'était chouette de voir que les utilisateurs, donc les navigants, se le sont appropriés assez vite. Je te le reprends 2 minutes, Charles. Vas-y. Hop, je t'enlève le casque.
C'est perturbant. Mais je trouve que ça sert à rien. Mais il vaudrait mieux qu'il y en ait plus par là. Un petit peu, faut pas trop l'avancer. Non. C'est 10 à 50, parce qu'après, il faut regarder ça te permet de voir les voiles d'avant quand tu les hisses, tout ça. Nous, l'usage qu'on a fait, c'était vraiment voilà, une table de discussion, voilà, un tableau blanc en disant bah, on se réunit, on va dans le bateau et on réfléchit en mouvement, quoi. C'était exceptionnel, en fait, on était dans une maquette assez simpliste, avec quelques planches de bois, et tout devenait beaucoup plus réel avec les lunettes virtuelles. On était à plusieurs, on pouvait vraiment simuler le cockpit du bateau, et ça nous a permis de gagner vraiment du temps pour la disposition, disposition du cockpit, même les vitres, les positions de bar, à quel endroit on allait se positionner, est-ce qu'on allait bien voir le niveau de l'eau, les sièges de bar, les postes de veille, c'est assez impressionnant. Pour le coup, moi, c'est la première fois que j'utilisais ça. Et c'est pareil, c'est le nouveau monde, quoi. En termes de manœuvrabilité avec le Traveler. Là, je me suis mis un peu plus haut et c'est pas ok. mal. C'est pas mal aussi hein, pour avoir une meilleure vision devant. Après, si je m'allonge, j'aurai les pieds là, je pense. Tu vas pouvoir voir le haut de main. Là, c'est nickel, je vois la tête de main, je verrai toute la GV. Je vois tout. Dans ça aussi, il y a aussi la représentation de l'espace donc, par les navigants. De la même manière qu'ils apprennent le bateau sur le simulateur, ils vont apprendre à se représenter le bateau dans la réalité virtuelle. On l'avait mis aux marques orange là. Donc après le fauteuil est un peu plus petit. Donc là. Ouais, ça correspond, c'est ça. Voilà. En fait, si tu te recules, tu peux quand même te positionner un peu sur le bordel, c'est pas mal. On est dans la 3D, on réfléchit que là il y a une poignée, là il y a un bouton. Une fois que le bateau il sera mis à l'eau, le cerveau aura déjà intégré que là il y a une poignée et là il y a un bouton. Donc c'est du temps de gagner sur l'apprentissage du bateau. C'est sûr que le fait d'utiliser la VR en amont, en fait, ça enlève tout effet de surprise quand on vit en bateau, parce qu'on a l'impression de connaître déjà l'endroit, comme si on achetait un appartement dans lequel on avait déjà vécu, en fait. Au niveau du volant de l'ADR, je te le dessine. Elle est peut-être un peu grand là, mais... C'est pas mal. T'as le volant là, je te l'ai dessiné, en rose. Ouais, je suis bien pour choquer. On va dans le cockpit, on dessine un siège, hop. Après, ok, bon ça les navigants ils sont contents et tout. C'est pas seulement un outil de visionnage, mais on peut aussi dessiner, faire des petits croquis sur le bateau. Et en fait, Alice, a posteriori, elle avait nos dessins et elle voyait où est-ce qu'on pensait que les fenêtres seraient plus adéquates. C'est très très ludique, c'est très efficace. Nous on arrive au bureau, on met le trait de Charles dans notre maquette et on se dit ok là le siège il est bien positionné, on va pouvoir le dessiner. Les outils comme l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, le fait de coder, le fait d'automatiser des tâches, ça ouvre le champ des possibles sur la manière dont on conçoit. Et on n'aurait pas pu prédire en fait. On n'aurait pas pu se dire ok on va réaliser un bateau sans simulateur ou sans IA, ça va être un bateau traditionnel, etc. Là en fait on a beaucoup plus de possibilités d'outils de travail, on a beaucoup plus de données, on a beaucoup plus de moyens de représenter les données et de visualiser des choses, de tester des choses, etc. Ça enrichit énormément le projet.